questions, en tout cas, restent posées. On se pose des questions par les citoyens lambda. Est-ce que nous sommes réellement libres, indépendants ou nous ne le sommes pas? Nous devons, si vous voulez bien, adopter les narratifs de ceux qui nous dirigent. La majorité, bien sûr, on dit 65 ans après l'indépendance, nous avons avancé, puisque économiquement, on n'est pas comme on était, politiquement, diplomatiquement, culturellement, de manière économique également, des choses ont avancé. Alors, on voudra savoir qu'est-ce que nous avons accompli réellement. Est-ce que les défis restent plus que je veux dire, les résultats déjà donnés, ou bien les résultats déjà donnés, si vous voulez bien, équivalent plutôt dépasse les défis, j'allais bien dire. Allez, nous sommes avec Monsieur Paul, qui est avec nous, à qui nous disons bonsoir, Monsieur Paul. Bonsoir. Nous sommes heureux que vous soyez de nôtres aujourd'hui. Nous sommes le 4 juillet. Comment vous vous sentez juste 4 jours après différentes activités ici à Kinshasa sur les 65 ans d'indépendance? On peut quand même remercier le Seigneur pour nous avoir quand même donné de l'occasion pour arriver à cette date. Disons, le Congo est né et c'est un monsieur ou c'est une dame de 65 ans. D'accord. Alors, quand nous regardons, c'est maintenant le moment de faire un contrôle citoyen, sans complaisance, sur ses forces, ses faiblesses, ses défis et opportunités que nous avons. Raison pour laquelle nous allons, avec toi, animer disons, cette émission pour voir réellement qu'est-ce qui a été fait, pourquoi le Congo ne démarre pas, pourquoi nous sommes toujours recroquevillés, pourquoi il n'y a pas un changement par rapport à d'autres villes, par rapport à d'autres pays. Aujourd'hui, nous avons l'Angola. L'Angola a été colonisé par le Portugal. Et aujourd'hui, l'Angola, c'est un garçon à partir de 1975 qu'il a été indépendant. Alors on peut dire aujourd'hui il a 50 ans. Ouais. Voilà. Alors l'Angola, un monsieur de 50 ans, si vous allez là-bas, mais vous allez dire vous êtes peut-être au Portugal. Non mais on va aller dans la même direction. Si vous allez Exactement. bien sûr en Haïti, Haïti a été a acquis son indépendance en 1806. Aujourd'hui, plus de des siècles, oui, bien sûr, mais Haïti est de loin derrière que la RDC. Exactement. Donc Haïti le problème, ce n'est quoi? pas le nombre d'années, s'il mais vous c'est plaît. l'engagement et la gouvernance avec Exactement. laquelle, bien sûr, les élites, si vous voulez bien, gèrent les pays. Exactement, c'est ça. L'Haïti n'a absolument rien qui peut le développer. Ici, une seule personne peut développer le Congo. Une seule personne? Une seule personne. Vous voulez dire quoi Oui, par là? une seule personne. Même moi, même vous, nous pouvons juste donner l'impulsion et puis développer. Pourquoi? Le développement d'un pays ou les changements ou l'indépendance vient à partir d'un individu qui était pris du changement, qui doit faire quand même quelque chose, qui est en train d'observer, regarder, comparer. Quand nous voyageons dans d'autres pays, surtout les pays, qu'est-ce que je vais dire, les pays anglophones qui ont été colonisés par les Anglais. Je vous dis, mon cher ami, l'évolution. Ces pays-là n'ont absolument rien. Prenons par exemple les Kenyans. Les Kenyans, j'ai évolué au Kenya, je me suis promené partout, des villes en village, à partir de Bugoma, la frontière avec disons, avec Busia en Ouganda. Et je suis parti ville, village, jusqu'à Mombasa, jusqu'au port de Vasco de Gama, à la frontière de Somalie. Alors, vous trouverez ces pays. Les pays-là n'ont pas de minerais, n'a absolument rien. Il a juste sa force, c'est le tourisme. Et le tourisme, à l'époque de Mobutu, nous avons eu juste un avion DC-10, DC-8 de Air Zahir, que le Kenya était en train de louer pour aller vendre juste les fleurs. À l'époque de Mobutu. À l'époque de Mobutu. Et il vivait de cela. Et aujourd'hui, si vous allez au Kenya, dernièrement j'étais là, mais vous arrivez à Nairobi, vous allez dire, mais ces gens ici, comment nous allons arriver
quand est-ce que nous allons aussi faire quelque chose Est-ce que ce n'est pas parce que les Kenyans n'ont pas assez de ressources sous leur sol et sur leur sol? Peut-être qu'on ne les regarde pas assez. Et puis voilà, ils mettent en place leur petite planification, leur petit programme. Et puis voilà, ils axent sur ça et ils réussissent. Mais nous, on a beaucoup de choses sous notre sol, sur notre sol. Et ça crée beaucoup de convoitises. Non, non. Pour nous, notre indépendance, je peux dire que c'est une indépendance qui a été prématurée. Prématurée. Oui, oui, et je peux aujourd'hui dire que c'est un simulacre d'indépendance. Parce que nous ne bénéficions pas effectivement les fruits. Qu'est-ce qu'ils auraient fait à cette époque-là, puisque là ils étaient avec des chicottes, avec beaucoup de punitions, non, tout ça, ils ne pouvaient pas endurer. Ils allaient quand même prendre le temps de former des cadres, de les initier et de donner quand même une impulsion, de former les gens qui, quand ils viennent et ils prennent quand même les choses, les taureaux par les cornes, ils continuent là où les colonisateurs ont laissé. Alors aujourd'hui, c'est comme si nous sommes toujours piégés et nous dépendons toujours de la Belgique. Mais est-ce que ça, ce n'est pas un faux débat? S'il vous plaît, je vais vous relancer. Ça, ce n'est pas un faux débat quand vous dites qu'ils auraient dû prendre beaucoup de temps pour former les cadres. Parce que le quelques des cadres qui étaient déjà là, eux, leur comportement politiquement n'était pas enviable. Donc même si on allait prendre quelques temps pour former encore des cadres, tu vois, ça allait un peu bomber le nombre de personnes à se comporter négativement sur le plan politique. S'il vous plaît, les comportements négatifs sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social, c'est juste un piège que les gens qui ont censé nous donner l'indépendance sont en train de planter parmi certains cadres de notre pays. Alors c'est là où il y a les bas blesses. Aujourd'hui, quand vous observez par exemple dans notre ville, il n'y a pas l'évolution. Regardez des constructions. Regardez des routes. Pourquoi nous ne sommes pas en mesure de démarrer? Il y a un piège là-dedans. Et aujourd'hui, on a encore découvert beaucoup de minéraux. Beaucoup de minéraux, peut-être on parlera dans une autre émission, oui, sur beaucoup de minéraux de la RDC qu'on n'avait jamais découvert. Alors, prenons par exemple la gestion de la ville de Kinshasa. Alors, comment vous pouvez dire que vous êtes indépendant? Cette ville, elle est toujours sale. Cette ville, regardez même les séparateurs. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous êtes indépendant ou pas. Parce que là, votre ville est gérée par vous-même. Non. Votre ville n'est pas gérée par les étrangers. S'il vous plaît. La mainmise étrangère, elle est vraiment peut-être pas forcément très affichée, quoi. Et de manière officielle, nous savons que la ville est gérée par nous, les Congolais. Je ne vois pas les liens qu'il y a entre la gestion de la ville de manière indépendante ou de manière, je veux dire, non indépendante. Oui, mais comment vous direz que vous êtes indépendant quand vous ne savez même pas gérer votre propre maison? Alors, vous dépendez de quoi? Vous êtes indépendant, mais vous êtes incapable. Oui, vous êtes incapable. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en mesure. En d'autres termes, on bannit cette indépendance. Il faudrait toujours une chicotte. Et quand on remet une chicotte, alors ça va maintenant, vous serez en train de dépendre de quelque chose. Regardez notre ville, comment elle est sale. Quittez l'aéroport jusqu'au centre-ville. Vous trouverez toujours les mêmes routes. Même les marquages au sol, même les balisages, même, il n'y en a pas. Alors, vous trouverez, vous allez vous dire que regardez la qualité des véhicules que nous entrons dans les transports. Un bus vient de l'Europe, un bus d'occasion, on fait les pillages systématiques, c'est-à-dire une destruction méchante, on enlève les chaises de confort et puis on vous met des bancs. Et les bancs là, on vous met là. Regardez la population. Tout le monde est sale, tout le monde est bizarre, mais vous ne trouverez pas cela en Zambie, vous ne trouverez pas cela au Zimbabwe, vous ne trouverez pas cela à Nairobi. Quand vous allez à Nairobi au centre-ville, vous trouverez tout le monde est propre, tout le monde marche bien, tout le monde a redressé le front, tout le monde est joyeux. Et les gens travaillent et ils sont heureux, ils sont contents et personne ne peut jeter quelque chose par terre. Mais ici, chez nous, moi, je proposais pour que nous soyons réellement indépendants, que nous puissions
du moins, chercher l'indépendance d'abord de la ville-province de Kinshasa. Mais, Monsieur Paul, je m'excuse. Est-ce qu'à l'aube de l'indépendance, Oui. toutes ces situations que vous êtes en train de décrire, nous les vivions à l'aube Non, de l'indépendance on ne dans les le vivait premier pas. minute? On ne les vivait Mais pas. oui, ça veut dire On que ne c'était vivait sur pas. le même territoire, avec le même peuple. Donc c'est simplement peut-être ceux qui sont en train de gérer ces peuples-là qui doivent changer leur manière de gérer. Exactement, c'est ça que je vous dis, que nous sommes piégés. Premièrement, les gens qui nous ont donné l'indépendance ne voulaient même pas. Ne voulaient même pas parce qu'aujourd'hui, la Belgique et puis les Occidentaux et tous ces gens-là, alors s'attendaient que du Congo. Ils voulaient que le Congo soit là comme une histoire, n'importe qui peut venir piquer là-bas, parce qu'ils avaient une vision de large spectre. Ils avaient déjà vu de loin ce que renferme le Congo. Et même quand on a étudié les cours de chimie, les tableaux périodiques de Mendeleev, Oui. il y a des minéraux qu'on a maintenant au Congo, mais qui ne se trouvent pas dans ces tableaux-là. Alors, les impérialistes, les gens qui nous ont donné l'indépendance, voyaient déjà cela. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit eux-mêmes qu'avant l'indépendance sera égal à après l'indépendance. Vous vous souvenez de cela? Alors maintenant, et après avoir dit ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris simplement les cadres qu'on a censé espérer en eux, et ils ont inculqué une notion de vol, une notion de rétrocommission, une notion de délinquance, une notion de détournement, de telle sorte qu'ils s'arrangent avec ces gens-là. Aujourd'hui, quand vous attrapez quelqu'un qui a volé beaucoup d'argent, nous avons les 53 millions qui ont été détournés à la SNEL, oui, par un certain Bochab. Vous voyez, cet argent-là. Un certain Bochab, Évariste Bochab. Oui, oui, quand il était DG. Aujourd'hui, on parle de 53 et 52 millions. Hein, c'est venu d'en face. Mais cet argent-là, il est où? Pourquoi on ne peut pas le suivre, cet argent-là, et puis aider les pays? Nous avons les combien? 53 ou 50 encore millions qui ont été détournés ici par M. Caméré quand il y a eu procès. Ça, on va en parler. On va en parler dans une autre émission. On va revenir sur. Exactement. Mais ce sont des fonds. De 65 ans. Nous avons les fonds ici. Vous voyez ce qui bloque et ce qui montre que nous ne sommes pas encore indépendants. Parce que nous avons l'argent, nous avons les détourneurs, et puis on les laisse. Mais comment vous allez parler que nous sommes indépendants? Qui doivent nous rendre indépendants? Oui. D'abord, c'est nous-mêmes. Okay. Ce que nous faisons ici. En quoi faisant? S'il vous plaît, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est une émission qui relève, qui est en train d'amener les Congolais à réfléchir, à voir clair que non, il faudrait quand même faire quelque chose. Parce que nous finirons par faire une opération que je vais dénommer Toyebindaku. Toyebindaku. Alors, tous les voleurs qui ont volé les biens de l'État, et qui ne sait pas que l'État est incapable d'arrêter, il est en train de les dorloter, alors nous aurons notre brigade d'aller les visiter et soutirer ce que nous avons là. Alors quand nous serons là, et c'est alors que nous allons réveiller le tout, et qu'on va maintenant arrêter. Nous accepterons entrer même en prison pour ces gens-là, et enfin que la vérité soit, disons, les boas soient inventés. D'accord. Alors, dans les 65 ans de dépendance, si on vous posait la question de nous révéler un seul domaine, un seul secteur dont vous voyez qui n'a pas été vraiment très, je veux dire, taché ou encore affecté négativement, ça sera quoi? La justice, l'éducation, l'économie, les sports, les social, la diplomatie ou quoi? Et tous les domaines ont été impactés négativement. Parce que quand on regarde les 65 ans, d'abord, quelles sont les forces? Nos forces que nous avons dans les 65 ans ici, c'est nous avons une population résiliente. La démographie. Oui. Nous avons une population résiliente. Nous avons toujours des minéraux. Et on a encore découvert d'autres. Et aujourd'hui, nous avons maintenant des tourpilleurs. Des tourpilleurs, c'est ce qui amène l'oxygénation, le carbone, et qu'on n'avait pas encore découvert ce temps-là, mais aujourd'hui, ça devient encore une richesse. Nous avons encore une diversité. Nous avons une population toujours jeune et dynamique. Ça fait déjà la force. Maintenant, la faiblesse, c'est-à-dire le laxisme des dirigeants, les détournements.
les gens détournent que des millions. Et tous ces gens qui détournent des millions, on ne les fait absolument rien. Je vais vous dire par exemple, un pasteur qui se met, il dit que donnez les dons, on va construire une maison de Dieu. Et depuis, je connais un pasteur, je connais une église ici, je peux même les citer, l'église de Sonny Kafouta. Depuis 1997 que je suis venu ici à Kinshasa, cette église est toujours comme ça. Armée de l'Éternel, je crois. Oui. Alors, vous ne voyez pas que c'est un détournement. Non, mais ça, c'est un fait privé. Non, ça c'est n'a pas rien, un non, fait non, privé. non, mais ça n'a rien à voir. Non, mais peut-être qu'ils se sont entendus comme ça dans le comité régulateur des activités ce de n'est l'Église. pas ça, Ça, ce c'est n'est un pas fait ça. privé que vous ne pouvez pas forcément prendre pour les amener sur un terrain, je veux dire, public, ici, où on parle des histoires dont l'État est censé réguler ou suivre les textes qui ont été jetés. Qu'est-ce qu'un fait privé? Parce que c'est un fait privé, alors il n'y a pas possibilité de faire un contrôle citoyen. On ne peut bien pas sûr. jeter un regard là-dessus. C'est lui le premier responsable et le dernier responsable. Non, s'il vous plaît. On ne peut pas jeter un regard citoyen là-dessus. Hein? Si les gens qui sont là peut-être sont envoûtés et qu'ils ne voient pas qu'il faudrait une évolution et qu'il faudrait moderniser la ville. Alors, vous avez un truc là qui fait des années, pas simplement lui, mais encore, il y en a autant, on va un jour commencer à les citer. Hein? Vous voyez par exemple ce que je viens de faire ici. Si quelqu'un de l'armée de l'Éternel est là, il va dire, oh, mais ce monsieur a raison. Hein, pourquoi des petites églises qui ont commencé récemment, alors ils ont des bâtiments, ils ont des salles climatisées, vitrées, tout consort, mais pourquoi pas nous? Alors, oui. ça va réveiller quand même sa conscience. Vous avez alors, dit... c'est la raison pour laquelle j'ai dit que ça c'était juste pour montrer des différentes faiblesses. Alors maintenant, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un défi. Hein? Le défi de dire tout. Les défis de faire un contrôle citoyen, les défis disons, d'éclairer la toile, d'éclairer certaines histoires qui se font dans notre capitale et qu'on peut toujours dire que nous sommes toujours colonisés. Par exemple, depuis que je suis venu à Kinshasa en 1997, je n'ai jamais passé en véhicule venant de la cité là-bas, passer l'avenue Bokassa jusqu'en vue. Cette avenue-là est toujours malpropre, impraticable. Aujourd'hui, regardez l'avenue Kassai, l'avenue Wangata. Quand on donne un marché pour mettre les goudrons, ils vont vous dire que 1 kilomètre de goudron coûte $1 million. 1 kilomètre de goudron coûte $1 million. Dans quel pays 1 kilomètre de goudron coûte $1 million? Il y a un monsieur qui a asphalté. On va faire court. Le boulevard ici triomphal. D'accord. Alors, il vous a taxé $1 million, si c'est combien de dollars? On va faire court. Vous avez dit aujourd'hui, s'il vous plaît, on va faire court. Oui, vous avez dit aujourd'hui, nous avons un seul défi, c'est lui de dénoncer, c'est oui, lui de faire les contrôles citoyens. Mais le peuple qui fera les contrôles citoyens, ce peuple-là n'a pas vraiment un fort pouvoir d'achat. Le peuple-là n'est pas majoritairement très bien instruit. Le peuple-là n'est pas spirituellement bien stable. Et pourtant, ce sont les piliers par lesquels on doit peut-être, bien sûr, bien passer pour que vos revendications atteignent, bien sûr, son bon port. Je vais te donner un petit exemple. Faites court, s'il vous plaît. Oui. On est arrivé à la fin, on est resté avec 2 minutes. Oui. Regardez les territoires du chef de l'État. Kabeya Kamanga. Il a une savane d'environ 100 000 hectares, s'il vous plaît. Et c'est cette savane-là, depuis que les créateurs les a créés, il n'y a jamais eu un engin qui est passé pour labourer et faire des plants. Et la culture de maïs, la culture des arachides, la culture des autres, ça fait que 3 mois. Vous allez en Bujimaï, par exemple, vous trouverez 150 tracteurs au gouvernorat. Ça fait 1 année que ces tracteurs sont là, inactifs, et la savane inactive, les gens sont en train de pleurer qu'ils sont affamés et ils sont en train d'acheter le maïs qui vient de la Zambie, un pays désertique.
Ça, c'est quoi ça? Pourquoi alors ne pas cibler déjà une personne en disant que la responsabilité ou la faute revient à telle institution ou à telle personne? Pourquoi ne pas dire ça? Quand on fait un contrôle citoyen, on dénonce d'abord et c'est alors que ça va nous donner maintenant des pistes de solutions pour voir pourquoi il ne fait pas ça. Aujourd'hui, ce pays-ci, il est ultra riche. L'agriculture, on peut même simplement vendre de l'eau. La RDC peut vendre de l'eau. Est-ce que vous savez que nous avons des sources d'eau riche et d'eau chaude ici, Bien sûr que dans oui. notre pays? Bien sûr que oui. Nous avons la partie à Camagnola qu'on a pris par les M23 là. Ils ont pris juste la partie là. C'est un village qu'on appelle Katokota. Donc, Katokota, c'est-à-dire l'eau est en train de bouillir. Donc vous trouvez, 65 ans après, nous n'avons pas vraiment avancé comme tel? Non, on a au contraire rétrogradé parce que quelqu'un de 65 ans, aujourd'hui, il peut retrouver sa maison là où il est né à Barumbu. Il y a même des gens, Andil là-bas, qui ont 65 ans, mais qui sont toujours dans leur parcelle de leur père et de leur mère. Très bien. Oui. En 30 secondes, à part le fait que nous allons commencer à dénoncer, que devons-nous encore faire? Bon, nous devons maintenant sensibiliser et développer la population. Vous parlez du peuple qui doit faire ça, ou vous parlez de celui ou de ceux qui gèrent le peuple? Il y a d'abord les leaders d'opinion. Oui. Parce que les sommets, il faudrait lui donner une impulsion. Le sommet est comme une tortue. Alors la tortue, pour la stimuler enfin de marcher, il ne faut pas la fouetter. Amenez simplement les faits, mettez par derrière et il va démarrer. Okay. Alors maintenant, ces émissions que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de donner une pulsation chez les peuples qui peuvent nous écouter et comprendre réellement que non, il y a quelque chose que nous devons faire. Merci beaucoup. Il y a quelque chose que nous devons prendre, comme un président américain qui disait que ne voyez pas ce que l'Amérique pourra faire pour vous, mais voyez ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Paul Boabou Boaz. 30 minutes ont été probablement courtes pour pouvoir évoquer toutes les questions, mais nous pensons que l'essentiel de ce que vous avez voulu dire a été dit. On va se séparer avec vous qui êtes en train de nous regarder, avec bien sûr les questions-réponses. On va prendre la première question, la deuxième question, la troisième question. Non, la première question, la première réponse. La deuxième question, la deuxième réponse. La première question est là. Pendant combien de jours Lumumba a exercé son mandat du Premier ministre? Ça, c'était notre question, notre première question. La bonne réponse pour cette première question, on va tous ensemble la regarder et bien la retenir. Lumumba a exercé son mandat du Premier ministre pendant, on regarde, c'est pendant 74 jours, que Lumumba, bien sûr, a exercé son mandat du Premier ministre ou des Premiers ministres, si vous voulez. Merci beaucoup. On va prendre la deuxième question du jour. On va nous afficher la deuxième question du jour qui est là. De qui est cette déclaration? Un Lumumba mort est devenu infiniment puissant qu'un Lumumba vivant. Un Lumumba mort est devenu infiniment puissant qu'un Lumumba vivant. Ça, c'est vrai parce que l'impact, les rayonnements de Lumumba n'est pas que congolais. Voilà, l'auteur, bien sûr, de ces propos, de ces déclarations est donc Jawaharlal. Est-ce que j'ai bien lu? Nehru, Jawaharlal Nehru, le premier ministre indien. C'est lui qui a dit un Lumumba mort est devenu infiniment puissant qu'un Lumumba vivant. Alors, on va prendre la troisième et la dernière question du jour. Que vous rappelle cette date, le 2 juillet 1925? Que vous rappelle cette date, le 2 juillet 1925? La bonne réponse pour cette troisième question, on va tous ensemble découvrir. Voilà, le 2 juillet 1925 nous rappelle la naissance d'Emery Patrice Lumumba. Donc, rappelez-vous, Lumumba qui est mort le 17 janvier 1961, je pense, oui, est né le 2 juillet 1925. Il n'avait que 36 ans. Je pense. Allez, on va vous retrouver très prochainement. C'est Lumumba qui a exercé son mandat du Premier ministre pendant 74 jours. Mais regardez aujourd'hui comment il est resté de manière pérenne, je veux dire, sur la scène politique congolaise, africaine, même au-delà de l'Afrique.
Pourquoi? Parce que ça lie son engagement, ses engagements touchaient d'abord, ou voyaient d'abord le peuple. Et regardez même aujourd'hui, les autres premiers ministres disent des choses, notamment bien sûr ce monsieur Jawaharlal Nehru qui a dit un Lumumba mort est devenu infiniment puissant que Lumumba vivant. Il a raison parce que Lumumba a impacté beaucoup d'autres sphères de la planète. Et si Lumumba est né plutôt le 2 juillet 1925. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous également de nous avoir écrit et répondu. On va passer bien sûr au crible juste après l'émission. C'est lui qui a bien donné les bonnes réponses. Cette première personne à donner les bonnes réponses sera bien contactée pour ces 1000 unités. Ces 1000 unités. Allez, on se retrouve avec vous très prochainement. C'est-à-dire le vendredi de la semaine prochaine. Merci beaucoup à Ridi Mbangui. Merci à M. Guilhem Mayamba. Merci à M. Serge Moulunda. Merci également au coordonnateur Merveille Mayemba. Et merci à moi-même d'avoir présenté cette émission. On vous retrouve le vendredi de la semaine prochaine toujours avec le même sourire. Bye bye.